Il y a 7 ans, j'étais assis à votre place. Je quittais mon village de Saint-Marcellin-en-Forez, à côté de Saint-Étienne, pour entrer à Centrale-Nantes. J'étais fier, ma famille était fière. J'entrais dans une grande école d'ingénieurs. J'allais réussir ma vie. Et je pense que jusqu'à présent, je réussis à peu près ma vie. Pas parce que je gagne très bien ma vie, mais parce que j'ai choisi un autre chemin. Celui d'être activiste. Activiste du bonheur. Et ce soir, je vais vous inviter à prendre ce même chemin. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment. Il y a donc 7 ans, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais à la résidence de l'école et je tombe sur cet article d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui nous alertait. Il nous reste 2 ans pour agir contre le changement climatique si nous voulons éviter des conséquences désastreuses pour les êtres humains et les systèmes naturels qui les soutiennent. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je me suis dit, que veut dire réussir sa vie quand sa maison brûle ? 2 ans. C'était en 2018. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je m'appelle Romain, je suis ingénieur de formation, activiste et homosexuel. J'y reviendrai. Je me présente souvent comme un activiste écologiste. Mais soyons clairs, ma finalité n'a jamais été de sauver la planète. Mon objectif, ce qui me guide profondément, c'est de faire en sorte que nous soyons toutes et tous heureux sur cette planète. Et pour ça, évidemment qu'il nous faut une planète vivable. Mais il nous faut bien d'autres choses. Et c'est justement pour cela que je vous parlais de mon homosexualité. Je l'ai découvert à 22 ans, sur les bancs de l'école. Et cette découverte a amplifié ma sensibilité à l'injustice. Et ma détermination à transformer cette société qui n'a pas été pensée pour que chaque individu, avec ses différences, puisse être pleinement heureux et vivre dignement. Avant ensemble de construire le chemin vers cette nouvelle société, nous devons d'abord comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Car de nouveaux régimes autoritaires arrivent au pouvoir partout sur la planète. Ça pourrait arriver ici en France très bientôt, et cela empêcherait toute atteinte du bonheur commun. Je disais donc une nouvelle ère, faite de multiples bouleversements. J'en vois 3 principaux intimement liés. Les premiers, ce sont les bouleversements écologiques. Quoi que nous fassions, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ces bouleversements ne concernent pas les générations futures. Elle affecte nos vies dès aujourd'hui, notre santé, nos sécurités. Et pendant que le vivant s'épuise, une autre révolution s'est imposée à nous. La révolution numérique. Une révolution qui, depuis 30 ans, bouleverse nos manières de travailler, d'aimer. Mais une révolution, aujourd'hui hors de contrôle, détenue par quelques géants, devenus les nouveaux maîtres du monde, qui détiennent des pouvoirs que même des États n'ont plus. Et enfin, cette nouvelle ère, elle est aussi géopolitique, marquée par un retour brutal des puissances et de la loi des plus forts. Une époque où les empires se redéploient et où nos démocraties vacillent. Alors, avec ces 3 bouleversements, écologiques, numériques, géopolitiques, on assiste à la fin d'un équilibre fragile, à la fin d'un monde. Mais ne voyons pas cela comme une fatalité. Voyons cela comme une opportunité. Et avant de saisir ensemble cette opportunité, nous devons d'abord comprendre comment nous en sommes arrivés là et qui en tire profit. Car la folie, ce serait de reproduire les mêmes erreurs et de penser qu'on va arriver à un résultat différent. Revenons donc un petit peu en arrière. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une boussole guide nos dirigeants. C'est le fameux « There is no alternative ». Vous excuserez mon anglais, j'ai mon TOEIC en 3 fois.
Il n'y aurait donc pas d'alternative à l'économie de marché et au capitalisme mondialisé pour garantir la paix, la prospérité et le bonheur pour tous. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, le constat est brutal. La planète s'épuise, les inégalités explosent et nos démocraties reculent. Mais cela n'était pas dû au hasard, c'était une question de choix. Car de nombreux économistes et scientifiques nous alertent depuis 50 ans. Mais certains de nos dirigeants, alliés à des ultra-riches, ont fait un autre choix. Ce sont en effet ces ultra-riches qui désormais, avec leur capital économique, veulent nous imposer un nouvel ordre politique, fait d'hyper-individualisme, de surveillance généralisée, de toute puissance du capital. Le technofascisme. Le vieux monde se meurt, le nouveau tardera à paraître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres, me disait Antonio Gramsci. Eh bien, nous y sommes. Et nos monstres à nous, ce sont ces ingénieurs du chaos. Ces ingénieurs du chaos qui prospèrent en s'attaquant au socle de nos démocraties, la vérité. Ils brouillent les faits, manipulent l'information, créent une société où la vérité devient relative. Mais c'est comme pour nous, ingénieurs. Comment résoudre un problème si nous ne sommes pas d'accord sur les données du problème ? Et pourquoi font-ils ça, ces ingénieurs du chaos ? Pour conserver leur richesse, leurs privilèges et leur pouvoir au détriment du bien-être de l'humanité. Et pour cela, ils ont notamment 2 cibles. La première, la science. Je pense qu'ils ne sont pas incultes. Ils sont parfaitement conscients que l'humanité est responsable du dérèglement climatique, que les inégalités explosent. Mais l'accepter, ce serait remettre en question leurs privilèges. Alors, ils la décrédibilisent. Leur deuxième cible sont des personnes comme moi, communément appelées des minorités. Les femmes, les personnes LGBT, les personnes racisées, les personnes étrangères. Parce qu'ils ont besoin de boucs émissaires, d'ennemis, pour dérouler une tactique politique vieille comme le monde. Diviser pour mieux régner. Pourquoi s'en prennent-ils à nous ? Parce que tout ce que nous demandons, c'est d'avoir les mêmes droits, le droit d'être heureux et de vivre dignement. Mais un bonheur partagé implique la fin de leurs privilèges. Alors, face à ces ingénieurs du chaos, nous devons devenir des ingénieurs du bonheur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Constitution française de 1793, dans son premier article, « Le but de la société est le bonheur commun ». J'adore cette phrase. Il est là notre horizon oublié, le bonheur commun. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de construire ensemble ce chemin qui va nous amener vers le bonheur commun, afin qu'il devienne un jour la finalité de nos sociétés, mais en attendant cela, la nôtre. Et la première étape pour construire ce chemin, c'est d'abord de regarder la réalité qui nous entoure et nous oblige. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, voici la nouvelle économie que nous devons construire, qui a été théorisée par l'économiste Kate Raworth. Il s'agit de la théorie du donut. À l'extérieur de ce donut, il y a le plafond écologique. Ce sont les limites planétaires que nous ne devons pas dépasser sans mettre en péril la vie sur Terre. Tous nos choix de société doivent être pris à l'intérieur de ce donut. Justement, à l'intérieur, il y a un plancher social minimum devant garantir les besoins humains fondamentaux. Mais je pense qu'il manque quelque chose dans ce donut. La finalité, notre finalité, la quête du bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Je crois même qu'on peut se définir par l'idée que la quête du bonheur est le but de l'humanité. Ça doit donc devenir la finalité de nos sociétés. Et c'est ce que nous raconte Daniel Cohen, l'un des plus grands économistes français,
dans un de ses derniers ouvrages, Une brève histoire de l'économie. C'est un économiste que j'aime beaucoup parce qu'à la fin de sa vie, il est revenu à l'essentiel. L'économie n'est pas une fin en soi. L'économie doit être au service d'une vision de société, à savoir la recherche du bonheur commun. Et Cohen nous explique que nous avons trop longtemps confondu bonheur et prospérité matérielle. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui dans de nombreuses sociétés, la croissance a été un véritable moteur d'émancipation. Il ne faut pas le nier. Elle a sorti des millions de personnes de la pauvreté, amélioré notre santé, notre système éducatif, nos conditions de vie. Mais aujourd'hui, poursuit Cohen, nous avons changé d'époque. Je le cite. Enquête après enquête, le bonheur stagne ou régresse dans les sociétés riches en France comme ailleurs. Pour vous donner un exemple, l'INSEE a sorti une enquête en 2022 qui démontrait qu'à partir de 2100 € par mois, gagner plus n'apportait guère de satisfaction supplémentaire. Et tirait comme conclusion que si nous voulons améliorer le bonheur dans la société, il faut d'abord augmenter les revenus de celles et ceux qui gagnent le moins. Le premier critère du bonheur est donc la situation financière. Mais ce n'est donc pas le seul. Et vous me voyez peut-être venir. À cette question, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? De nombreuses enquêtes ont démontré que quelle que soit la période, le régime, le pays, un même triptyque arrivait toujours en tête. La situation financière, la famille et la santé. La situation financière, on en parlait. Ce n'est pas au sens de richesse infinie, mais au sens de sécurité. Avoir de quoi vivre dignement, sans peur du lendemain. Alors quand on sait qu'il y a presque 10 millions de personnes pauvres en France, notre première obsession devrait être de faire en sorte que chaque individu gagne 2100 €. Avec un vrai partage des richesses, c'est largement possible. Le deuxième, la famille. Ou comprendre plus largement les relations proches. Savoir que l'on compte pour quelqu'un, que l'on n'est pas seul. Finalement, l'amour et le lien social. Et enfin, la santé, parce que sans elle, tout le reste s'effondre. Alors ces trois piliers devraient être le socle des choix de notre société pour tendre vers le bonheur commun. Mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Le bonheur commun n'est pas une moyenne statistique. Ça peut pas être globalement, on va un petit peu mieux. Car si on raisonne ainsi, on pourrait mettre de côté des pans entiers de la société. Le bonheur commun commence réellement quand le bonheur de chaque individu compte vraiment. Parce que si en tant qu'individu, en tant que société, je suis capable de dire ton bonheur compte autant que le mien, alors quelque chose bascule. Parce que je ne peux pas exclure, je ne peux pas exploiter, je ne peux pas mettre de côté une personne dont je veux le bonheur. Et il y a une règle simple pour savoir si une société recherche vraiment ce bonheur commun. Il suffit de regarder comment elle traite celles et ceux qui ont le moins de pouvoir. Parce que si le bonheur des personnes les plus vulnérables, des plus discriminées, n'est pas garanti, c'est que le bonheur des autres repose forcément sur une forme d'injustice. Et ça, je l'ai notamment compris depuis que j'ai découvert mon homosexualité. Depuis ce moment-là, je me pose souvent cette question. Mais tout ce que je demande, c'est de pouvoir aimer librement, de pouvoir vivre dignement. En quoi mon bonheur vient-il menacer le bonheur de quelqu'un d'autre? Et cette question, elle ne me concerne pas que moi, qui ai par ailleurs de nombreux privilèges. Elle concerne toutes celles et ceux dont le bonheur est entravé, qui subissent des discriminations à cause de leur couleur de peau, de leurs origines, de leurs croyances, de leur handicap. Notre société n'a pas été pensée
en partant de cette question-là. Qu'est-ce qui rendra chaque individu, avec ses différences, pleinement heureux? Car notre société a été pensée par et pour celles et ceux qui ont le plus de pouvoir et de privilèges. Alors, pour que le bonheur soit réellement partagé, il faut donner la même place, le même pouvoir, les mêmes droits, le droit d'être heureux et de vivre dignement. Nous ne voulons pas prendre la place de qui que ce soit. Nous voulons juste que le bonheur soit possible pour toutes et tous, y compris pour ces ingénieurs du chaos, qui, petite parenthèse, je pense, ne sont pas très heureux aujourd'hui. Mais un bonheur partagé implique d'accepter, d'abolir des privilèges qui se construisent sur l'injustice et l'exclusion. Donc si le bonheur commun commence par le bonheur de chaque individu, et si la recherche de ce bonheur commence en garantissant le bonheur de celles et ceux qui sont les plus vulnérables, alors tous nos choix, personnels, professionnels, politiques, ne peuvent plus être neutres. Et c'est là que je veux particulièrement m'adresser à vous. Vous êtes ingénieur ou futur ingénieur. Vous allez concevoir des solutions, des technologies qui structureront le monde de demain. La question à nous poser n'est non pas seulement qu'allons-nous être capables de faire, mais la vraie question, c'est au service de quoi allons-nous mettre notre intelligence? Au service d'une société où le bonheur des uns repose sur l'exclusion des autres? Ou d'une société où le progrès se mesure à la capacité de chacun et chacune à vivre dignement, à aimer librement, à être en bonne santé sur une planète vivable? Vous avez une chance immense, celle de pouvoir choisir. Alors je vous propose un chemin simple mais exigeant, celui que j'ai choisi de prendre. Faire du bonheur commun la finalité de tous nos choix. Choisir de concevoir, de décider, d'agir, en se posant toujours cette question. Est-ce que mon action contribue vraiment à augmenter le bonheur de chaque individu? Si oui, continuons. Sinon, ayons le courage de changer de voie. Face aux ingénieurs du bonheur, du chaos, je vous propose justement de devenir autre chose, de devenir des ingénieurs du bonheur. Je vous remercie.